Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur, désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix masculine incarnera le moi, tandis que la voix féminine représentera le je suis. Cette conversation intitulée « Fleurs » a été réalisée le 12 juillet 2021. Encore une journée sans dormir. En connexion avec l'inconscient. Dormir, éveiller. Ça me rend dingue pendant la journée, comme un zombie. C'est ce qui te permet de mieux communiquer avec tes parties cachées. Le rêve réveille ce qui sommeille. Ça a du sens, mais j'ai besoin de dormir. J'ai besoin de dormir. Quoi? Rien. Dis-moi. Manger, dormir, produire et se sentir en sécurité grâce à ses besoins fondamentaux. On mange pour nourrir son corps, on consomme de la matière pour pouvoir en générer. Remplir son estomac est un symbole de richesse et de prospérité. On dort pour équilibrer le métabolisme, pour permettre aux cellules de se régénérer, aux neurones d'organiser l'information, ainsi que pour renforcer les glandes. On produit parce que c'est ainsi qu'on exprime ce qu'on porte en soi et qu'on laisse une empreinte en transmettant son patrimoine génétique à travers ses actes ou en se reproduisant, ce qui donne le sentiment d'être éternel. On recherche la sécurité car la mort marque la fin de l'intégrité d'un être, et celui-ci a été conçu pour rester entier. Cela, c'est sur le plan biologique, physique. Mais quand on passe au plan émotionnel, on se nourrit de sensations, on se nourrit de relations, de différents types de sentiments produits par l'interaction avec les autres, ce qui nous nourrit. On dort sur le plan émotionnel parce qu'on a besoin de rêver, car c'est ainsi qu'on peut élargir son imagination, faire naître des réalités possibles. On crée à travers les liens, les attaches, dans l'étreinte, dans la transmission, en laissant un héritage par la mémoire, le souvenir, des expériences suscitées par les attitudes. On se sent en sécurité lorsqu'on entretient ces liens, lorsqu'on se sent partie intégrante de quelque chose de plus grand qui nous englobe, ou simplement dans une étreinte. Sur le plan mental, manger consiste à consommer des idées, des informations, des données, afin de s'en imprégner et de sentir que l'on répond aux attentes de l'apprentissage et de la connaissance. On cherche à endormir son esprit pour pouvoir réfléchir, trouver la logique dans l'illogique. Ouvrir son esprit se permet de rêver, éveiller, pour trouver des solutions aux problèmes. Nous créons à partir de l'esprit dès l'instant où nous concevons un projet et où nous nous apprêtons à coordonner sa réalisation. La sécurité s'obtient par la croyance, en s'ancrant dans une philosophie, une science ou une religion qui nous apporte des fondements et des valeurs à nos pensées. Alors, la phrase « j'ai besoin de dormir », je me demande, d'où vient-elle vraiment? Eh bien, ces derniers jours ont été très difficiles pour moi. Depuis le début du concert, beaucoup de choses ont basculé en moi. J'ai vu beaucoup de choses que je n'aime pas chez moi et chez les personnes qui m'entourent. Et j'ai touché le fond sur de nombreux sujets que j'avais laissés en suspens. Mais j'ai vu qu'ils seraient toujours là. Dès le premier jour de ce mois, tu m'as entraîné dans un processus psychanalytique sans répit, au cours duquel j'ai commencé à somatiser tout ce dont nous parlons et à me sentir vulnérable à tous les niveaux. J'ai pleuré plus souvent que d'habitude. J'ai revécu mes grandes crises existentielles et émotionnelles de ces dernières années. Et à chacune de nos conversations, j'ai découvert davantage d'aspects de moi-même qu'il m'est douloureux de reconnaître, qu'il m'est douloureux de traverser. Et tu ne veux qu'une chose, dormir. Mon corps est fatigué, mais en réalité, c'est uniquement parce que mes émotions et mon esprit sont épuisés. Depuis un an, jour après jour,
Tu me fais étudier, apprendre de nouvelles choses, m'observer moi-même sans un seul jour de répit. Chaque jour, je réfléchis, j'apprends, j'assimile. Puis, j'explique dans deux langues à la fois des concepts philosophiques, même dans des domaines qui m'échappent, comme la biologie, la physique et la chimie. Tout cela pendant que je gère ma propre évolution personnelle. C'est accablant. Mon corps mental est saturé et mon corps émotionnel s'est effondré. C'est pour cela que j'ai sommeil. Tout le monde dort ou a besoin de dormir, mais uniquement parce qu'on cherche à fuir l'inconscient. Dormir, c'est la manière de confier au rêve la tâche que l'on déteste affronter consciemment. Le sommeil nous brise, nous affaiblit, nous fait perdre notre fermeté. Il te fait te plier et t'agenouiller, vaincu par la vie, et ton cerveau commence à trier les informations alors que tu es éveillé. Cela crée des images, des hallucinations. L'inconscient fait surface et c'est comme se regarder dans un miroir et voir la réalité de nous-mêmes que nous refusions de voir. Dormir est utile, mais tu en fais un besoin lorsque tu cherches à t'échapper de toi-même, de ta responsabilité. Eh bien, Alors je te demande, pourquoi choisis-tu de rester endormi? parfois, ça m'épuise de savoir. Le chemin de la conscience m'épuise. Un jour, un camarade de classe à Molins de Rey, en Catalogne, m'a posé cette question rhétorique. Qui est le plus heureux, le sage ou l'ignorant? Sa phrase faisait suite à un incident survenu en classe ce jour-là, où certains riaient d'une bêtise qui s'était produite, tandis que nous étions punis, alors que la faute incombait à ceux qui avaient commis cette bêtise. Puis, reportant son regard vers l'avant, il s'est répondu à lui-même. Le sage ne peut jamais être heureux, car il ne recherche pas le plaisir immédiat dans les choses, tandis que l'ignorant considère le bonheur comme un objectif facile à atteindre dans ses plaisirs. Il avait raison. Oui, ça m'a fait réfléchir, parce que quand on demande à n'importe quel être humain, y compris à moi-même, ce qu'il attend de la vie, on répond généralement être heureux. C'est-à-dire être ignorant. Exactement. Être sage, conscient, exige beaucoup de responsabilités, car on comprend que le bien-être ne dépend que de soi-même et de la façon dont on vit sa vie, ce qui conduit la personne consciente à essayer de cerner tous les conflits pour chercher les 1000 façons de les résoudre, ce qui ne laisse aucun répit, mais occupe toute sa vie. L'ignorant ou l'inconscient cherchera le bonheur en assouvissant les besoins fondamentaux, qui lui procurent les belles sensations produites par l'endorphine et la sérotonine dans l'organisme. Ainsi, l'ignorant réagit à des stimuli, à des impulsions générées par des mécanismes de plaisir ou de douleur. Il se crée ainsi un faux bonheur, et sa quête de celui-ci repose sur des éléments et des intentions superficielles. Le sage reconnaît que le bonheur n'est pas un objectif, et que sa quête est un gaspillage d'énergie. Par conséquent, celui-ci ne peut être ressenti que dans la réalisation de soi. Cela nous conduit à la connaissance de soi. Nous voulons donc être ignorants. Continuez à dormir, confortablement installé dans le lit de l'inconscience. Est-il possible d'être heureux en étant conscient? Oh bien sûr que oui. C'est d'ailleurs la seule forme réelle de bonheur. L'autre n'est qu'une simple réaction chimique, glandulaire, comme le chien qui salive quand il voit de la nourriture. Un être conscient est heureux quand il n'a rien à cacher et qu'il est ce qu'il est, vraiment, sans rien dévoir à personne, vivant sa vie en accord avec son propre être, s'abandonnant à l'être supérieur auquel il appartient, l'univers. Comment y parvenir? C'est simple. Si tu appelles la fuite dormir, appelle la responsabilité éveil. Le fameux éveil de la conscience. L'épanouissement de l'être. Lorsque les gens parlent de l'éveil de la conscience, ils intègrent de nombreux points de vue sur ce que cela représente. On pourrait dire que pour certains, cet éveil leur est quelque chose d'étranger, presque comme la météo. S'il pleut, je me mouille. Si la planète s'éveille, je m'éveille. Mais ce n'est pas tout à fait ça. Il est difficile de se mouiller quand on porte tant de couches de manteau imperméables. Pour te mouiller vraiment, tu dois te mettre à nu face à la vie,
te débarrasser de toutes les couches qui recouvrent ton véritable être et qui te protègent du monde. Il faut une certaine responsabilité pour se débarrasser de chacune des couches que nous avons enfilées, des vêtements qui nous recouvrent, afin que l'eau de pluie atteigne notre peau. Et la vérité, c'est que pour y parvenir, il faut renoncer à la sécurité et s'exposer à la vulnérabilité face au monde. Comme une fleur. Comme une fleur, exactement. Qu'est-ce qu'une fleur? C'est l'organe sexuel d'une plante. C'est exact. Comme nous l'avons déjà dit, beaucoup croient que les fleurs sont la couronne, l'esprit du règne végétal, mais en réalité cela relève d'une vision spirituelle et subtile, alors qu'en réalité ce sont les organes génitaux. L'organe génital pour une plante est son illumination. Et c'est pourquoi les chakras couronnes et sexuels s'unissent ici. Lorsqu'une plante a achevé le processus de nutrition nécessaire et active son potentiel de transcendance, elle déploie à l'extrémité de ses branches un réceptacle contenant un bourgeon. Celui-ci s'ouvre au niveau des sépales, sous la forme de minuscules feuilles qui entourent le bourgeon, lequel est composé de pétales qui enveloppent délicatement le pistil et l'ovaire, où se trouvent les graines. Le canal, appelé style, est comme le vagin d'une fleur, se terminant par le stigmate, qui est la vulve, entourée des étamines, dont les antennes contiennent le pollen, sperme de la plante. Ce qui attire le plus l'attention dans une fleur, ce sont ses pétales, car ceux-ci s'organisent selon une belle proportion mathématique qui lui permet de refléter et de recevoir la lumière du soleil, ainsi que d'attirer les insectes, afin qu'ils pollinisent son pistil et disséminent son pollen vers d'autres plantes situées à grande distance. Les pétales regorgent de pigments et de parfums qui attirent diverses créatures vers les organes génitaux de la plante. Les arbres, comme toutes les plantes, exposent au fil des saisons leurs organes reproducteurs au monde entier, dévoilant à la vue de tous leurs parties les plus sensibles, et ce sont précisément celles-ci qui attirent notre attention par-dessus tout. C'est la fleur qui envoûte aussi bien les insectes que les humains, qui éveille la faim chez certaines créatures et l'amour chez d'autres. Sa fragilité est sensuelle et puissante, et elle nous montre la force d'une espèce qui, en dévoilant sa faiblesse, s'étend au-delà des limites de son territoire. C'est magnifique. C'est pour cela que tu exposes ta fragilité, car c'est la faiblesse et la délicatesse de ta sensibilité qui élargissent et pollinisent le monde à travers nos mots. Je comprends. Ton état de faiblesse est l'état de puissance. Ton état de dépression est le réalisme magique qui éveille la beauté de l'âme. Et voici un message pour chacun de ceux qui se trouvent dans le processus d'éveil. Le véritable pouvoir de transcendance réside dans la sensibilité d'une âme fragile. Il ne sert à rien de se revêtir d'armure, d'écorce, de tronc. Il ne sert à rien de se recouvrir de mousse, de se dissimuler sous des déguisements qui nous cachent et nous protègent du monde, si notre objectif est de nous épanouir. Nous n'y parviendrons jamais en nous défendant et en nous enveloppant des couches qui masquent notre véritable être. Il faut atteindre la peau, les pétales de cette âme fragile et douce. J'espérais que tu m'expliques ce qu'est la fleur de vie, mais j'ai compris où allait notre conversation. Je peux ressentir au plus profond de mon âme ce que tu dis. Je me sens fragile, et ma peau réagit à cette fragilité. Je crois que je me suis trop exposé. Se dévoiler fait mal, cela t'a laissé nu face au monde. Mais c'est ce qui pollinise réellement ce qui a été construit cette année, vers l'extérieur, mais aussi vers l'intérieur. Déshabille-toi, dis-moi quelles sont tes hontes. J'ai honte de mon corps. J'en ai toujours eu honte. Mes parties génitales me dégoûtaient, car elles me rappelaient que j'étais une femme. Ce n'est qu'à 18 ans que je me suis accepté en tant qu'homme dans cette vie. Et je refusais de me toucher. J'ai toujours su que j'étais homosexuel depuis l'âge de 6 ans. Je me souviens que j'aimais bien un camarade de la maternelle et de l'école primaire. Je refusais d'avoir des pensées sexuelles à l'égard des femmes, car je considérais cela comme un péché. Aussi étrange que cela puisse paraître, puisque j'avais l'impression que n'importe quelle femme pouvait être ma mère, ma grand-mère, ma tante. J'ai grandi entouré de femmes,
et je voyais chaque femme comme une extension des femmes de mon clan. Cela m'inspirait même une terreur incestueuse. Les hommes, en revanche, étaient absents de ma vie, et je n'avais aucun mal à penser à eux de manière sexuelle. Ils ne représentaient aucun repère pour moi. Même si ma mère a toujours été ouverte pour parler de ses relations et des miennes, j'ai toujours eu honte de parler de sexe, de montrer les parties de mon corps que je considérais comme sexuelles, comme les cuisses, le ventre ou la poitrine. J'ai beaucoup de mal à regarder quelqu'un droit dans les yeux. Ça me terrifie aussi qu'on puisse penser que j'ai une vie sexuelle active. Pourquoi penses-tu que la sexualité te met mal à l'aise? Peut-être parce qu'à l'école et dans le quartier, ma sexualité était un tabou, quelque chose de mal dont on ne devait pas parler. Et donc, je devais la cacher. Même si j'ai eu des relations et des partenaires depuis l'âge de 21 ans, je ne me suis vraiment ouvert à vivre librement ma sexualité que depuis quelques années, plus précisément depuis 2017 ou 2018. J'ai vécu une adolescence tardive qui a commencé à 27 ans et j'ai commencé à faire des choses que l'on fait normalement sans y penser à 19 ans, mais à 29 ans. Dis-le. À un moment donné, j'ai cru que je risquais de devenir accro au sexe. J'en ressentais une grande dépendance, mais j'ai réalisé que c'était un immense manque d'amour-propre que je cherchais chez les autres et que je cherche encore chez les autres, pour être plus précis. Un ancrage à la réalité pour un être qui vit l'esprit dans d'autres dimensions, nécessaire à certains moments, mais dangereux à d'autres. Le fait de dire cela aujourd'hui, de dévoiler ta fleur, te libère d'un secret. Aujourd'hui, jour du laryngé, tu peux reconnaître que les secrets se cachent dans les ombres de l'inconscient à travers les tabous. Et que même si tu parles de sexualité, à d'autres moments, ce sont des choses que tu as du mal à dire. Comme tout le monde. Par culture, la plupart des secrets semblent nous rendre fermes et forts face au monde, alors qu'en réalité ce ne sont que des kystes de faiblesse qui, une fois libérés, au grand jour s'épanouissent en apportant légèreté et liberté. Oui, c'est vrai. Ce qui était étrange, c'est que ni ma mère ni ma grand-mère n'avaient de mal à parler de sexe, alors que moi, oui. Ma grand-mère avait des relations sexuelles avec des amants, même pendant des séances intensives de chimiothérapie, alors qu'elle était déjà affaiblie. Et la seule raison pour laquelle elle ne nous en parlait pas n'était pas par honte, mais pour éviter que nous nous attachions émotionnellement à l'un d'entre eux et qu'elle le quitte ensuite. Oui, terriblement libéral. Avec ma mère et ma grand-mère, je pouvais parler de tout ça. Mais en même temps, j'avais honte. Le mot honte vient de vereri, qui signifie légère, crainte, ou crainte respectueuse. De quoi as-tu peur? Du jugement, d'être jugé. À cause des moqueries à l'école? Du harcèlement? J'ai été victime de harcèlement pendant toute ma scolarité, et ma sexualité était au cœur de ces moqueries. J'ai donc associé le sexe à la moquerie, à la critique, au jugement, au mal, au rire blessant des autres. Une sensibilité meurtrie. Un homme doit être fort. Être un homme sensible, c'est être un pédé. Ressentir était un acte interdit. C'est pourquoi il est si douloureux pour les humains d'aborder l'attribut du je ressens, car on leur a interdit de ressentir. Et c'est ainsi que les sentiments sont devenus des secrets tus, enfuis dans l'ombre de l'inconscient. Combien de secrets aimerais-tu révéler? Pas beaucoup, car c'était peut-être le dernier de mes secrets coincé dans ma gorge émotionnelle. Reconnaître une dépendance qui me maintient prisonnier des hontes de l'interdit, à cause du traumatisme provoqué par les rires face à ce que je ressens, ce que je suis et ce que je fais avec mes organes génitaux. Et Et je comprends pourquoi ce qui m'est arrivé avec cet amour contrarié me fait tant souffrir. Même si nous nous sommes tous les deux majeurs, sa mère lui a fait croire que je lui avais transmis une maladie que je n'ai pas. Et comme elle est hypochondriaque, elle a fait croire à son propre fils qu'il était malade. Elle l'a monté contre moi et elle m'a menacé
moi et la Fondation, de révéler au monde entier ce que j'avais fait à son fils. Elle s'est moquée de moi. Elle nous a jugés parce que nous nous aimions. Et elle a menti pour nous séparer. Et j'ai eu l'impression que tout le jugement de mes professeurs, de mes camarades, de la société, venait de deux personnes que j'aimais beaucoup et que j'avais appris à aimer en peu de temps. Toutes les hontes et la peur d'être exposée aux yeux du monde à cause d'une question génitale et sexuelle. Oui, je lui ai répondu que peu m'importait ce qu'elle dirait au monde, car je n'avais aucun problème à dire au monde que j'aimais son fils et qu'il n'était pas malade du tout. C'est pour cela qu'elle n'a plus jamais répondu. Je savais qu'elle mentait, mais je n'ai jamais pu lui parler, car elle l'a forcé à couper tout contact avec moi en le menaçant. Une histoire tragique qui s'est gravée en moi comme l'impossibilité de parler, la douleur d'être jugé pour ce que je ressens, pour mes organes génitaux, ma sexualité. Chacun ses traumatismes et ses secrets liés à différentes hontes et circonstances. Les reconnaître nous rend libres dans la compréhension, et en les partageant nous montrons la beauté fragile de nos âmes. Car notre douleur se transforme en poésie, qui éclaire les vérités cachées des autres. C'est en partageant nos faiblesses, nos douleurs, nos angoisses, en offrant nos larmes et nos secrets, notre sensibilité au monde, que nous commençons véritablement à nous éveiller de ce rêve dont nous cherchons à nous échapper. L'éveil de la conscience ne réside pas dans la connaissance de l'univers, ni dans le souvenir d'extraterrestres, de planètes ou de dimensions, ni dans la canalisation d'esprit ou l'illumination. L'éveil se produit lorsque nous nous épanouissons, lorsque nous lâchons prise sur notre potentiel intérieur, en mettant à nu notre faiblesse et notre sensibilité. Et il est vrai que dans des moments comme ceux-ci, nous attirons des insectes et des bestioles qui peuvent se nourrir de nous, des parasites attirés par nos parfums sensibles. Mais c'est pour cela qu'un arbre ne possédait pas une seule fleur, mais des centaines, avec des centaines de pétales, car plus l'expansion et la libération sont grandes, plus le nombre de fleurs touchées, en moins, sera imperceptible. Aucun insecte ne peut dévorer toutes les fleurs d'un arbre. C'est pourquoi il faut s'épanouir dans toutes les directions, s'ouvrir à l'univers. Permets-toi de pleurer, de partager, de lâcher prise. C'est lui qui juge ta liberté est un être emprisonné dans la forteresse de ses croyances, enchaîné, opprimé par le poids de son incohérence. Je me permets de m'épanouir. Permets-toi de ressentir. Au début, ce sera douloureux, mais ensuite, tu verras tes pétales rayonner de couleurs fantastiques, illuminant le monde comme des étoiles, embaumant l'air de parfums exquis. Dors aussi longtemps que tu en as besoin, mais après, chaque sommeil vient toujours le réveil. Je suis une fleur dans le jardin du réveil de la conscience.